Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secrétariat privé de l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan dément les informations faisant croire que le notaire finançait le mouvement baptisé Pays Loc. Il dénonce une campagne de dénigrement. Le secteur patronal déplore le fait qu'il n'ait pas été contacté au préalable par la Chambre des députés avant de modifier la loi de 2009 portant sur l'augmentation du salaire minimum. Au moins 2 personnes sont sorties blessées lors d'une attaque de bandits armés contre un convoi transportant l'ambassadeur chilien et des employés de la DINEPA. L'attaque a été suivie d'une prise d'otages. Un convoi transportant des membres de la DINEPA, la représentante d'une ONG chilienne, l'ambassadeur chilien et son épouse, a été attaqué par des bandits armés dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Un chauffeur a reçu une balle lors de cette attaque. La délégation se rendait à Boutin afin de visiter des projets d'infrastructure financés par l'ambassade du Chili. L'attaque a été suivie d'une prise d'otages. Les ravisseurs réclament 7 000 $ américains en échange de la libération de ces employés de la DINEPA. Le conseiller du président Jude Charles Faustin confirme que l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan finançait le mouvement baptisé Pays Loc. En réaction, l'ex-premier ministre s'inscrit en faux contre les déclarations du conseiller de la présidence qui l'accuse d'avoir décaissé plus d'1 milliard de gourdes en faveur du secteur privé pour financer la manifestation prévue le vendredi 29 mars. Dans une correspondance émanant de son secrétariat privé et datée du 27 mars, l'ancien chef de gouvernement dit considérer ses propos comme mensongers et se réserve le droit d'intenter une action en justice contre son détracteur. Il affirme pour l'instant vouloir rester silencieux afin de se comporter en homme d'État. Présentation ce mercredi d'une nouvelle structure politique dénommée Force Opposition Progressissio. Cette entité regroupe Mopod, Combit et Petite Dessalines. À l'occasion de ce lancement, ce mardi, un protocole d'accord relatif à l'union entre ces partis a été paraphé par les responsables de ces partis. Josué Méridien, Jean-André Victor et Moïse Jean-Charles sont unanimes en ce qui concerne la mobilisation du vendredi 29 mars. Renverser le pouvoir en place reste la principale revendication des opposants qui, une fois de plus, se disent déterminés à aller jusqu'au bout. Nous tous qui là, qui mettez ensemble de dire, nous faisons un rendez-vous. Nous sommes rendez-vous, qui rendez-vous lié? Qui rendez-vous? Rendez-vous 29, vous mettez pour nous mettre base construction de la société. Gentillan, pas de route pas blanc. Gentillan, pas de route pas blanc. Rendez-vous cassé. Nous ne pouvons pas connaître s'il n'y a pas de vent. Nous ne pouvons pas connaître s'il n'y a pas de cyclone. Mais nous avons un seul rendez-vous. Nous-mêmes, nous pas de job. Force, opposition progressiste là. Il n'y a pas de gourmet pour job. Il n'y a pas de gourmet pour pouvoir. La gourmet pour changer le système. Et pour changer le système, encore une fois, mes amis, c'est aller. 77 députés ont voté mardi en faveur d'une modification de la loi de 2009 sur le salaire minimum. Une proposition de loi qui prévoit notamment une augmentation du salaire minimum dans le secteur de la sous-traitance qui passerait de 420 par jour à 750 gourdes.
En réaction, l'homme d'affaires Réginald Boulos se réjouit du vote des députés. Toutefois, il se dit surpris de la rapidité avec laquelle ce vote est intervenu et de l'absence de débat préalable avec le secteur privé. Il déplore la hâte des parlementaires qui lui paraît largement inspirée par le contexte électoral. Selon cette nouvelle loi, le salaire des ouvriers du segment A passe de 500 à 800 gourdes, le secteur B de 400 à 600 gourdes, le secteur C de 350 à 425 gourdes, le E de 215 à 235, le F de 420 à 750, le G de 400 à 750 et le H de 400 à 600 gourdes. D'après cette loi, l'article 25 est désormais modifié et fait passer le CSS de 15 à 12 membres, dont 6 membres actifs et 6 observateurs. Ils sont tous nommés par arrêté, pris en Conseil des ministres et publiés dans le Moniteur. Des sanctions sont prévues contre tout employeur qui contreviendrait aux dispositions de ces articles. Les députés justifient le vote d'une proposition de loi modifiant celle du 10 septembre 2009, fixant le salaire minimum dans les établissements industriels et commerciaux. Selon les parlementaires instigateurs de la proposition, c'est un acte qui répond aux préoccupations des ouvriers et non une action à but électoral. Entre-temps, les 2 députés qui se sont abstenus ou ont voté contre déplorent qu'aucune donnée scientifique n'ait été avancée pour justifier ce vote. Ils pensent que le montant du salaire minimum pourrait aller jusqu'à 1000 gourdes par jour. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Elsie Dieulassin. Fraîchement votée à la Chambre basse, la proposition de loi modifiant celle du 10 septembre 2019 sur le salaire minimum suscite déjà des débats. 24 heures après cet acte, les députés ayant voté pour ont défilé devant les caméras pour clarifier, voire apporter des précisions. Ce n'est pas une loi hâtive dans la mesure où c'est une loi qui déposée depuis plus d'1 an au niveau de la Chambre des députés. Abel Descollines, l'un des instigateurs qui est également président de la Commission Affaires sociales à la Chambre des députés, salue le vote de l'Assemblée. Pour le député de Mirebalais, cette proposition, jugée innovante, répond à des préoccupations, mais veut d'abord couper court à la non-application de la loi de 2009. Nous voulons répondre à 2 critiques, comme vous l'avez dit, qui dit nous augmenter de 40%. Mais de 2009 à 2019, les exigences, les prescrits de la loi de 2019 n'ont pas été respectés. Et cette décision nous dit le tout. Et si nous prenons temps pour nous garder projet de loi ça, c'est pas une révolution de un secteur encore social là contre l'autre secteur, non. Avant même le processus de vote, des experts ainsi que des acteurs concernés ont été consultés, informe Abel Descollines. Si certains secteurs parlent d'actes politiques, voire électoralistes, les députés ne le voient pas de cet œil. Pierre Féquière Julien et Alfredo Antoine présentent cette démarche comme un moyen d'améliorer les conditions de vie des ouvriers. Bon, le Parlement, l'Assemblée, c'est une assemblée politique qu'on a ici. Pourquoi avoir peur d'entendre les gens parler de politique? C'est une assemblée politique, on fait de la politique. Mais c'est un aspect social. On a travaillé sur un aspect social, mais on fait de la politique ici. Je suis un homme politique. Je n'ai pas peur lorsqu'on évoque l'aspect politique de la question. Les gens qui a dit que le politique là, ils sont conscients que $1, c'est 82 gouttes liées. Avant que la loi sur salaire minimum, dernier réajustement qui fait par CSS là, $1 pas de vaut et 82 gouttes. Donc, quel que soit ça, nous fait, toujours dit c'est politique. Les députés qui se sont abstenus estiment que le salaire de 800 gourdes ne va rien changer à la situation de la population. Le député de Jacmel, Ketel Jean-Philippe, qui se prononce en faveur d'une nouvelle augmentation, invite les sénateurs à modifier le texte. Pour le Sénat, aller trancher dans le même thème avec, ou bien changer à 1000 gouttes, faire le Sénat arriver à 1000 gouttes, et puis pour tourner dans la Chambre des députés rapidement pour nous voter dans le même thème, pour que l'exécutif l'a publié. Et patron, ils doivent respecter la loi et appliquer la loi qui votait et bon ici. Mais moi, je pense que même ce débat au 1200, 1300 gouttes, ça ne va pas changer rien pour eux.
Parce que par rapport à la cherté de la vie, par rapport au niveau d'inflation, et tu es capable de gagner une considération qui fait qui puisse aller dans l'avantage ouvrier. Après ce vote, cette proposition de loi doit être acheminée officiellement au Sénat de la République. Au cas où le Grand Corps y apporterait des modifications, le document sera retourné à la Chambre basse. Si les députés votent en faveur du texte dans les mêmes termes, il sera envoyé à l'exécutif pour publication dans le journal officiel Le Moniteur. Là encore, le président de la République peut faire objection et renvoyer le document au Parlement. Le ministre des Affaires étrangères, Edmond Boghchi, dément toutes les accusations circulant sur les réseaux sociaux et concernant la récente visite au Qatar d'une délégation haïtienne. Le chef de la diplomatie haïtienne a assuré qu'il n'a été question que d'investissement et de coopération et en aucun cas du rachat de la dette Petro-Caribé par une institution financière qatari. J'ai été invité par mon homologue qatari et le ministre des Affaires étrangères. Et c'est suite à une rencontre que nous avons eue déjà à Washington où nous avons discuté des possibilités d'investissement. Nous avons des relations diplomatiques avec le Qatar. Et ça date de plusieurs années. Ils veulent investir dans pas mal de pays et nous avons aussi choisi l'opportunité de les présenter les différentes potentialités, les différentes possibilités qui existent en Haïti pour leur présenter une idée du marché haïtien, ce que Haïti a à offrir à ces investisseurs. Et nous avons parlé d'investissement, effectivement, et nous avons parlé d'appui budgétaire, nous avons parlé de fonds de garantie, parce que nous avons rencontré pas seulement le gouvernement du Qatar, mais nous avons rencontré aussi des organisations privées, notamment le Qatar Foundation for Development, qui est une organisation qui a décidé, à partir d'une proposition que nous avons faite, d'avoir un fonds de garantie de près de 100 millions de dollars qui pourrait être mis à la disposition de la République d'Haïti. Nous avons abordé la question d'investissement sur le tourisme. Nous disons mes possibilités nous avons dans le domaine du tourisme. Nous disons mes possibilités nous avons dans le domaine de l'agriculture, de la production agricole, pour venir produire et investir dans le domaine agricole, pour faire production et exporter vers le marché américain. Parce que c'est ça, ils veulent prendre avantage de la loi Hope Help. Pas oublier son loi qui baille que tout ce qu'a produit en Haïti, tous les produits. On parle de 5000 produits, mais c'est beaucoup plus que ça. Sauf les armes, qu'on a exporté vers le marché américain, dans la mesure où ils sortent en Haïti, et sans taxe, sans droit de douane. Ils souhaiteraient prendre l'opportunité et l'avantage. Le Fonds de développement industriel, FDI, a reçu ce mercredi 3,3 millions de dollars de la coopération canadienne pour la mise en œuvre d'un programme de garantie de crédit pour le secteur agricole. À travers ce reliquat, l'agence canadienne et ses partenaires ont transféré aux autorités haïtiennes la gestion du mécanisme de financement et d'assurance agricole en Haïti, un projet pilote en cours depuis 8 ans dans le pays. Cette initiative vise à faciliter l'octroi de crédits aux agro-entrepreneurs grâce à un fonds de garantie. La FDI promet transparence et efficience dans la gestion de ce programme. Voici donc le cheminement d'un projet que l'État haïtien vient de rapatrier et que nous nous engageons à pérenniser et à bonifier pour le plus grand bien du secteur agricole, qui est sans nul doute le secteur d'où partira la croissance soutenue capable de dynamiser l'économie de notre pays. Nos remerciements vont au gouvernement de la République qui n'a pas marchandé ses efforts, soit avec le ministère de l'Agriculture, soit avec le ministère des Finances pour nous encadrer. Nos remerciements vont à la BRH, à la Banque de la République d'Haïti, la BRH, particulièrement le conseil actuel qui a pris toutes les dispositions pour nous aider à nous renforcer institutionnellement et qui a contribué aussi à la mise à notre disposition de fonds additionnels pour pouvoir bonifier le programme de garantie du prêt.
En dernier lieu, je remercierai aussi la coopération internationale qui a choisi le FDI et avec lequel nous avons travaillé beaucoup pour pouvoir loger ce fonds de garantie. En dernier lieu, je vous dirai que vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur le FDI, parce que vous pourrez parier sur l'avenir de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est le socle inébranlable à partir duquel partira à coup sûr le relèvement de notre nation. La Brana va faire des heureux à travers la bière Prestige. En effet, la brasserie va lancer un jeu d'envergure nationale qui permettra aux gagnants de repartir avec le premier prix, une Toyota Rush. Des primes allant de 50 000 à 100 000 gourdes ainsi que des bières gratuites sont également en jeu. Année ça, Brana a célébré 45 ans. Nous avons 1400 employés. Nous mettons tête nous ensemble pour dire qui ça a fait pour Prestige. Parce que nous connaissons Prestige, c'est numéro 1 pour nous. Et l'équipe marketing là, vraiment mettre tête ensemble pour venir avec promotion ça. Donc promotion, c'est qui ça lié? C'est Joël là, son promotion en bas bouchon Prestige. Peut-être que en bas bouchon Prestige, bouteille bouchon bleu, nous avons chance pour nous gagner des primes. Et il y a différentes primes. Il y a des bouchons qui gagnent bière gratis là-dedans, ça veut dire automatiquement que nous gagnons bière gratis. Et il y a des bouchons qui gagnent prime cash, 50 000 gouttes avec 100 000 gouttes. Et gros lot qui sont liés, c'est collection 8 bouchons pour faire mot Prestige pour gagner une Toyota Rush que nous avons là. Nous avons 10 Toyota Rush. La promotion a commencé le 1er avril, a fini le 14 juin. Prestige, c'est un produit que tout côté aller à travers le pays, qu'on a toujours disponible. Et promotion, c'est à travers tout le pays. C'est pour tout consommateur et prestigieux qui est établi de tous côtés dans le pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.